Les titres de ma communication d'aujourd'hui, c'est la part de la dette dans le commerce équitable. En fait, les réflexions autour du commerce équitable semblent toutes converger sur la relation entre les dons et les marchés qui est contenue dans cette forme particulière de commerce qui est le commerce équitable. Les références à Mauss et à son essai sur les dons sont bien explicites, ainsi que celles se rapportant aux ouvrages des anthropologues, comme par exemple Malinowski, qui, pour sa description de l'AQLA, est souvent convoqué à propos de la plasticité des formes de l'échange. Cependant, Paul Carey, un des premiers chercheurs à réfléchir sur les commerces équitables, se garde bien d'identifier les commerces équitables aux dons. Il admet que malgré une certaine attention à la reconnaissance de l'autre, les commerces équitables ne permettent pas l'instauration des liens directs entre les individus et que les procédés du marché, en créant une équivalence stricte entre les prix payés aux producteurs et les biens acquis, permet de mettre fin à la relation des dons. De ce point de vue, le commerce équitable devient pour cet auteur une forme d'échange particulièrement originale qui se situe entre les dons et les marchés. Dans une perspective analogue, Virginie Diaz-Pedregal souligne l'importance du don dans les commerces équitables. Pour la sociologue, toute la singularité du commerce équitable se trouve justement dans cette volonté d'intégrer partiellement les dons dans l'échange marchand. Sous des formes multiples, elle repère la part du don dans les circuits du commerce équitable, comme par exemple les dons de temps et d'énergie des bénévoles, les dons financiers des consommateurs ou les dons des choix par le travail des producteurs. Selon Virginie Diaz-Pedregal, les dons est à la fois une sorte de survivance des formes d'échange archaïques, un instrument par lequel les formes actuelles de la solidarité peuvent trouver leur expression. Plus important, les dons est défini, décrit et construit en opposition au marché, tout en s'accordant aux hypothèses du mouvement anti-utilitariste. Dans ma thèse, j'ai proposé de considérer dans les commerces équitables l'existence de plusieurs éléments qui pourraient bien rapprocher cette pratique de l'institution du don. Mais cette lecture s'éloigne de celle de Virginie Diaz-Pedregal et des sociologues anti-utilitaristes. En fait, tout en suivant la démarche des anthropologues tels que Marchand Salis ou Maurice Godelier ou Boris Petrik, mais aussi des historiens comme Ginsburg ou des philosophes comme Laurdon, qui à travers leurs recherches ont su mettre en exergue la relation hiérarchique que les dons est capable d'écrire et d'entretenir, je reconnais dans la pratique du commerce équitable les caractères de ce qui oblige tout en donnant. Si l'on considère le commerce équitable comme une pratique par laquelle se manifestent des sentiments de solidarité transnationale propres à notre époque, l'on pourrait bien lui accorder le statut de don. Sauf que, contrairement à ce que les antimatérialistes essaient de démontrer, il ne s'agit pas d'un acte ni gratuit ni ponctuel. Comme le suggère Anspach et Laurdon, l'on pourrait facilement discerner dans les commerces équitables la présence d'un acte d'abord réparateur. Comme les potlatch ou encore d'autres formes de dons, il se présente comme un geste compensateur qui vient après. Il trouve sa nécessité dans la suite d'une pronation brutale, telle qu'elle est perçue dans l'imaginaire des consommateurs. Et il prend les formes d'une institution qui a pour but de restaurer un déséquilibre dû à une violence précédente, dans ce cas la colonisation. Cette forme d'acte réparateur nous empêche déjà de lui conférer une quelconque gratuité ou spontanéité. De plus, cette pulsion qui vise à réparer n'est pas envisagée seulement dans son rapport au passé, mais elle aussi dans son présent, c'est-à-dire qu'il existe une actualité de la réparation, puisque de nos jours, les commerces équitables continuent à servir à cette fonction.
par les caractéristiques matérielles et idéologiques qui lui sont propres et par l'organisation de ces circuits, le commerce équitable reste un marché des niches qui ne peut pas avoir d'aspiration totalisante et qui ne peut pas chercher à s'imposer comme l'unique forme de commerce possible. Ainsi, il perdure dans cette fonction de compensation et de pacification, sauf qu'il ne s'agit plus seulement de réparer les lointaines injustices coloniales, mais de corriger aussi les actuelles inéquités du marché néolibéral. Donc, la simple mise en perspective du commerce équitable avec des antécédents historiques qui ont influencé sa formation ou avec des institutions qui lui sont contemporaines nous éloigne de l'idée d'une possible gratuité du geste. Néanmoins, si le commerce équitable possède certains attributs qui caractérisent les dons, c'est à mon avis surtout pour sa capacité à créer et à entretenir la dette. Force est de constater que la première spécificité du commerce équitable n'est pas d'être généralisé ou généralisable, comme en revanche pourrait bien l'être son faux synonyme cadeau, par lequel le don est souvent traduit de façon erronée dans notre langage courant. En se plaçant dans une perspective anthropologique, l'on voit bien que les circuits équitables prévoient l'implication d'acteurs spécifiques qui nourrissent entre eux un type particulier de relations. Pour comprendre ce que le partenariat équitable implique, il faut considérer cette relation dans sa configuration préalable et dans la configuration qu'il assume après la constitution de cette sorte de pacte entre particuliers. Les partenariats commerciaux que le commerce équitable se propose d'instituer prévoient la participation de 2 ou plusieurs groupes d'acteurs spécifiquement situés en 2 zones du globe, qui l'indiquent de façon complètement stéréotypée comme le nord et le sud en reprenant les espaces désignés par la ligne équatoriale. En réalité, cette différence spatiale recoupe une inégalité bien plus importante des types économiques. Le commerce équitable, fair trade, qui se pose comme, je cite, une véritable stratégie d'atténuation de la pauvreté et de la promotion du développement durable, s'adresse spécialement aux petits producteurs du Sud, désavantagés ou marginalisés par les systèmes commerciaux conventionnels. Au moment de l'établissement du pacte, il existe donc une différence importante entre les partenaires commerciaux du Nord et les producteurs du Sud. Cette différence n'est pas seulement économique ou géographique, elle est aussi politique. Si on regarde vers ceux qui ont pris l'initiative d'organiser cet ensemble et de créer cette communauté. Le commerce équitable crée une unité politique puisqu'il établit les termes et les méthodes de la formation d'un ensemble qui auparavant n'existait pas. Mais les partenariats restent profondément inégalitaires car l'accès à la formulation des règles structurant cette unité n'est pas équitable pour tout le monde. Dans cette inégalité originelle liée à la prise d'initiative se trouvent les noyaux de tous les autres. Elles sont bien visibles dans la composition de la gouvernance Fair Trade International. Et ici, les seuls représentants des acteurs du Sud sont les producteurs. Ils sont limités au nombre de 4. Lorsqu'ils sont 10 pour les Nord, parmi les représentants des associations, des acteurs économiques ou du développement durable. C'est à partir d'un sentiment d'injustice, c'est-à-dire d'un jugement des valeurs sur ce qui ne pouvait plus être toléré de la part d'un groupe d'individus culturellement et socialement situés que ces projets a pris naissance. Et dans les règles qu'ils ont eux-mêmes établies, on l'en entend l'écho des valeurs et des idées et des justices qui ont façonné leur société. Progressivement, ces normes se sont concrétisées dans un ensemble de standards devenus officiellement critères d'éligibilité pour les petits producteurs. Je cite Fair Trade. Les petits producteurs peuvent participer au commerce équitable s'ils ont mis en place des organisations telles que coopératives, associations,
qui peuvent contribuer au développement social et économique de leurs membres et de leur communauté et qui sont contrôlés démocratiquement par leurs membres. Ces standards sont suivis par deux ordres de règles qui fixent ce qu'on appelle les exigences minimales et les exigences des progrès. Les règles d'exigence minimale sont les conditions que toutes les organisations de producteurs doivent observer dès qu'ils rejoignent les systèmes du commerce équitable. Tandis que les exigences des progrès sont celles qui incitent les organisations de producteurs à montrer les améliorations progressives. L'ensemble de ces règles nous informe déjà sur des questions qui concernent l'organisation du travail et fait plus important l'organisation des règles du vivre ensemble, dans une temporalité qui ne se conjugue pas seulement au présent, mais aussi au futur. Ainsi, si on reprend les termes de cet échange qui est supposé être créé entre des particuliers, et dont une partie décide des conditions de sa délivrance lorsque l'autre n'a guère des possibilités sauf y adhérer et s'engager à les faire par la suite, on ne sera pas loin de ce qui est dans nos sociétés la relation entre créanciers et débiteurs. Ainsi, la véritable partie du don qu'on peut retrouver dans les commerces équitables est celle qui les rapproche de ce qu'on appelle chez nous une dette. Dans les mécanismes de la dette, les créanciers décident du temps, des modalités, des attributs qui rendent les individus dignes de cette délivrance. Mais la relation créancière-débiteur possède une caractéristique particulière par laquelle elle parvient non seulement à contrôler, mais aussi à produire des formes particulières de subjectivité. Comme le suggère Maurizio Lazzarato, à la différence des autres formes de domination, les pouvoirs de la dette se représentent comme n'exerçant ni par répression ni par idéologie. Le débiteur est libre, mais ses actions, ses comportements doivent se dérouler dans les cadres définis par la dette qu'il a contractée. On est libre dans les mesures où on assume les modes de vie compatibles avec le remboursement. Si le commerce équitable se compose d'une partie des dons et d'une partie des marchés, les dons d'aide est à rechercher dans les procédures qui concernent non le travail et la marchandise, mais la moralité des mœurs exigée avec ce travail. Quand le commerce équitable fixe comme standard les procédures démocratiques pour la formation et le fonctionnement des organisations de producteurs, quand il dicte les conditions du travail qui concernent notamment les activités des femmes et des enfants, quand il prescrit des dispositions qui ont pour but de créer un équilibre entre la protection de l'environnement et les résultats économiques, le commerce équitable agit sur toute une série de rapports que les hommes entretiennent avec les autres hommes et avec la nature. Dans ce sens, l'action du commerce équitable ne peut pas manquer d'intervenir dans une série de rapports sociaux des hommes entre eux, des rapports entre les sexes, des rapports intergénérationnels, dans la définition des tâches, dans la définition des catégories de qu'est-ce que c'est un adulte, un jeune, un enfant, qui concernent le fonctionnement d'une société tout entière et qui sont donc à considérer comme autant de rapports de production, puisqu'on ne peut pas séparer la société et son organisation de ces dispositifs de production. Ainsi, si la marchandise est définitivement aliénée par l'achat, comme cela arrive dans toutes les formes de commerce, des conduites morales spécifiques sont exigées en contrepartie de ce plus qui est livré au producteur en tant que don. Condition de participation au commerce équitable, il ne peut se concrétiser par le biais de ces liens qui obligent sans violence, les dons. Les normes du commerce équitable sont en fait données sans pour autant être aliénées. Les destinataires ne sont pas en capacité de pouvoir les modifier ou les changer. Ils ont un droit d'usage, mais non de propriété sur ces règles. Et c'est dans ce manque d'appropriation que l'on reconnaît les dons d'aide, un dispositif capable non seulement de créer un ordre hiérarchique, mais aussi de les garder et de les contrôler à travers la procédure de l'évaluation.
L'évaluation est l'instrument qui permet de mesurer la conformité à des valeurs particulières qui ainsi passent pour universelles. Les standards et les exigences du commerce équitable sont les bases sur lesquelles les producteurs feront l'objet d'inspections périodiques. La part du don dans les commerces équitables permet donc d'imprimer une marque dans les comportements, d'écrire des individus capables de promettre, donc d'être prévisibles, évaluables, puisqu'à ces dons, les destinataires ne peuvent que répondre à travers une adéquation, une affirmation des responsabilités. Si dans les systèmes capitalistes, les travailleurs sont obligés de vendre leur force de travail aux propriétaires des moyens de production, mais ils restent libres de leur personne, sinon ils seraient des esclaves et non des salariés, c'est parce que le capital est déjà en soi un rapport social, un rapport entre les personnes qui s'établit par les moyens, par l'intermédiaire des choses, comme Marx nous l'apprend. En revanche, dans les commerces équitables suspendus entre les dons et les marchés, tout travail vendu devient indissociable d'un travail sur soi. Et c'est seulement par le biais de la dette que l'on peut produire un processus de subjectivation, un travail éthico-politique de constitution du sujet. Ainsi, quand les règles du commerce équitable exigent la promotion de la gouvernance démocratique, quand elles imposent aux producteurs de s'organiser dans des structures participatives bien définies, quand elles soumettent les processus de prise de décision à des formes électives et majoritaires, elles interviennent et modifient les tissus sociaux en les rapprochant du leur, car de façon plus ou moins consciente, il est retenu comme la condition nécessaire pour la réussite du programme. De la même manière, quand les standards équitables se proposent d'augmenter les revenus des femmes et de les soutenir dans les processus d'empowerment, quand ils exigent la scolarisation des enfants, ils ne font que jeter les bases d'un processus d'individualisation de certaines catégories, dans ce cas les femmes et les enfants, qui précisément par ces chemins se constituent en tant que sujets ou peuvent se constituer en tant que sujets autonomes des individus. L'on insiste aussi à un paradoxe du commerce équitable, parce que l'introduction de ces nouvelles règles de production, mais aussi de certains principes de conduite individuelle et collective, participe à l'éclatement d'un ensemble de liens sociaux de type familial et villageois. Les marchés équitables, c'est donc la prescription aussi de ces conduites qui peuvent produire un type qui à la fin produisent un type particulier des sujets individuels qui est peu éloigné de celui qui caractérise nos sociétés du Nord, les mêmes sociétés contre lesquelles le commerce équitable croit se révolter. Mais étant donné qu'on ne peut pas séparer l'économie du social ni de la politique, on finit pour avoir et pour produire la même société. Parce que toutes les économies sont des abords des politiques économiques, elles ne sont possibles que dans certaines configurations sociales qui les déterminent et par lesquelles ces dernières sont à leur tour déterminées. Par ces schémas, on rejoint la position de Nietzsche ou plus récemment de Deleuze et Guattari, qui voit dans les crédits et non dans l'échange l'archétype de l'organisation sociale. En fait, l'échange ne peut avoir lieu sans égalité et sans un accord sur la commensurabilité, alors que la don-dette se nourrit de l'inégalité et même il l'entretient. Il vise à rendre semblable une partie par rapport à l'autre dans un rapport qui reste pourtant celui de la subordination et du contrôle. C'est ainsi que le commerce équitable se compose assurément d'une partie des marchés, mais surtout des dons. Ces dons qui restent prépondérants puisque la moralité des mœurs sur lesquelles il agit, les structures démocratiques et transparentes, le travail des enfants, le travail des femmes, etc., est la condition qui règle l'accès à ces circuits de l'échange équitable. À travers les dons, c'est plus qui en contrepartie ne demandent que l'adhésion à certaines conduites et pratiques du vivre ensemble, un groupe d'individus déjà en position de suprématie économique et politique s'ouvre à un autre et dans sa tentative de l'inclure
dans son système les soumet, parce qu'il les prive de la possibilité d'exercer un pouvoir sur les principes qui règlent leurs rapports. En se positionnant comme un créancier qui décide, qui contrôle et qui évalue les attitudes et les valeurs des autres sur la base des siennes, il construira le commun à travers l'élargissement aux autres des règles qu'il a conçues pour lui et sur lesquelles il gardera toujours la suprématie. Ces règles et les procédures évaluatives seront la base sur laquelle la mesure et donc l'accord sur la valeur seront dictés. C'est par le biais d'un don irréfutable qu'on décide ce qui est bien ou pas. C'est par le biais d'un don qu'on décide comment le travail doit être socialement organisé pour atteindre une certaine valeur. Et c'est enfin dans l'organisation hiérarchique des rapports sociaux qu'elle peut être inscrite. C'est pourquoi l'on peut affirmer que cette forme particulière de commerce ne saura jamais être équitable en raison de la partie du don qu'il contient. Merci.